Live, Comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Vanoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. En collaboration avec les éditions Fernand Lanor qui existent depuis le XXe siècle, tournées vers la santé, le bien-être et le développement personnel. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast Comment je me nourris, qui est aujourd'hui en collaboration avec les éditions Fernand Lanor. Alors, mon invité du jour, c'est un homme exceptionnel que j'admire beaucoup. Il a toujours le sourire et le communique allègrement autour de lui. Médecin suisse, c'est un des pionniers de la médecine traditionnelle holistique depuis près de 50 ans. C'est un homme très engagé dans le domaine de la santé qui n'hésite pas à briser les tabous et à dire tout haut ce que certains pensent tout bas. Il enseigne dans le monde entier avec son épouse et souligne bien que la santé et le bonheur, ça s'apprend. Écrivain, il est l'auteur d'une 60aine d'ouvrages passionnants, dont voici quelques titres que j'ai auprès de moi. Les graines germées, Respectez votre capital santé, Le jeûne holistique, Sortez de l'hypnose collective, qui est un grand sujet d'actualité, l'urinothérapie, Petit manuel à l'usage des mots de tous les jours, et j'en passe de nombreux. Docteur, chaman, homéopathe, rhirologue, acupuncteur, ceux qui le connaissent l'appellent Tal. J'ai la grande joie d'avoir à mes côtés le docteur Christian Tal-Chaleur. Bonjour docteur. Merci beaucoup de cet accueil chaleureux, de cette présentation remarquable. Écoutez, merci à vous. Oui. Merci beaucoup à vous d'être là. Je sais que vous venez de la Drôme pour enregistrer ce podcast et c'est un grand honneur de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Et puis, au sein de ce podcast, en fait, j'aimerais beaucoup que vous nous partagiez votre parcours qui est passionnant et qui est riche. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui Déjà, si je me permets de vous demander, est-ce que ça ne vous dérange pas que je vous appelle Tal ? Non, pas du tout. Tal, c'est mon seul... En fait, j'ai deux prénoms. Christian, c'est mon nom de baptême. Et comme j'allais beaucoup aux États-Unis à une époque, ils me demandaient mon second prénom. Alors, j'ai choisi ce prénom de Tal. Écoutez, je trouve que ça vous va très bien. Et donc, si vous me le permettez, je vous appellerai Tal tout au long du podcast. Avec plaisir. Bon, super. Donc oui, vous venez de la Drôme. Tal, comment ça s'est passé le trajet ? Très bien, le train marche bien. Bon, le train marche bien, c'est vrai. Bon, super. Alors oui, comme je le disais là précédemment, au sein de ce podcast, j'aimerais beaucoup que vous puissiez partager aux auditeurs votre parcours finalement en tant que médecin. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes un des grands pionniers de la médecine holistique ? Est-ce qu'il y a eu un déclic dans votre carrière, dans votre vie ? Ou est-ce que finalement vous avez toujours baigné dans ce bain-là, petit, de l'approche causaliste Non, j'ai eu la chance quand j'étais enfant d'avoir été soigné par un homéopathe. Donc j'avais déjà un avant-goût, en quelque sorte, d'une autre façon de pratiquer la médecine que celle que j'ai apprise à la faculté de médecine. Et quand je suis sorti de mes études de médecine et d'un an d'hôpital, je me suis installé comme généraliste. Et au début, je faisais de la médecine générale classique. Et puis un jour, ce qui a fait le choc, je dirais, qui m'a ouvert à d'autres choses, c'est que je prescrivais toute la journée du Valium. N'est-ce pas ? C'était le Prozac de l'époque et tout le gens disaient « mon Valium, la pilule du bonheur ». Enfin, les gens croyaient que ce Valium, maintenant on sait que ça donne la maladie d'Alzheimer quelques années plus tard, mais à l'époque on ne savait pas ça. Donc il y avait cette croyance que ce Valium était merveilleux. Et puis un jour, je me suis dit, je sais que les anciens homéopathes avaient testé sur eux des produits, comme l'arsenic, pour voir ce que ça fait. Enfin, ils étaient très courageux. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui se passe si moi je prends du Valium ? En 3 jours, j'étais malade comme un chien. Et le choc que j'ai eu a été la découverte que la médecine que j'avais apprise à la faculté, c'est comment voir des gens, quelle est la maladie dont ils souffrent, et puis les traiter avec des produits chimiques qui vont les rendre dépendants des produits chimiques à vie. C'était un choc bouleversant, parce que j'ai compris que ce n'est pas ce que je voulais faire. Je ne voulais pas que les gens restent accrochés à des médicaments. Alors je me suis tourné vers les autres médecines. J'ai fait la médecine chinoise, j'ai fait l'homéopathie, l'ostéopathie, les diététiques, tout ce qui... Enfin bref, je suis allé manger en quelque sorte un peu à tous les râteliers, mais ce qui m'a passionné, c'est la vision holistique qui est la complémentarité de tout ce qui existe dans l'unité. Alors, je n'ai jamais rejeté la médecine qu'on m'a appris. Elle a des cas où elle est utile. Mais le drame, c'est qu'elle a pris trop de place. Et l'abus de médecine est devenu le fléau pire que tous les autres. Vous savez que les chiffres montent, c'est Gary Null qui a montré ça aux États-Unis, qui tue aux États-Unis 600 000 personnes par année, le cancer. Qui tue 700 000 personnes par année, les maladies cardiovasculaires. Et qui tue 800 000 personnes par année, la médecine moderne. Donc la médecine telle qu'on la pratique, le monde de Big Pharma, est devenu pire que les maladies du passé. Et on arrive à une situation abracadabrante, c'est qu'on a beaucoup espéré que la médecine allait nous sauver. Alors un peu de médecine, oui, mais trop de médecine est devenu un véritable drame. Alors, ce qui était mon axe de travail, alors j'ai fait toutes ces médecines pendant quelques années, et puis un jour j'ai dit à ma clientèle, j'avais une grosse clientèle à Genève, je leur ai dit, écoutez,
je ne veux plus soigner le malade. Si vous voulez rester malade, allez chez quelqu'un d'autre. Moi, ce que je veux, c'est vous apprendre à être votre propre médecin. Et j'ai lancé le slogan à cette époque, il y a un peu plus de 50 ans, j'ai dit la santé, ça s'apprend. Comme vous avez appris à faire du patinage ou du vol à voile, vous pouvez apprendre à devenir indépendant. Et mon axe de travail, c'était de donner aux gens des outils pour qu'ils comprennent que leur santé, c'est à eux de la faire. La santé ne viendra jamais de l'extérieur. La grande illusion actuelle, d'ailleurs, depuis Pasteur, on a ça, c'est la croyance que l'ennemi va nous attaquer de l'extérieur. Un méchant virus, une horrible bactérie vont nous fausser dessus par hasard. Oh, mon Dieu! Et là, je suis complètement paniqué. Et la seule solution, c'est Big Pharma qui me l'apporte. Un vaccin ou un médicament chimique va nous sauver la vie. Et cette croyance est une illusion totale. Notre santé, c'est à nous de nous en occuper, minute par minute, jour après jour. Parce que comme Hippocrate le disait il y a déjà plus de 2000 ans, toutes les maladies sont la conséquence de nos habitudes de vie. Et dans cette compréhension de la médecine holistique, c'est passionnant de comprendre que la maladie n'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas un ennemi. C'est un effort du corps pour se guérir. Donc quand le corps, dans sa sagesse colossale, parce que n'oublions pas qu'un corps humain, c'est des millions de fois plus intelligent que tous les médecins du monde. Nous avons des milliards de réactions chimiques à la seconde, des millions de cellules qui naissent, qui meurent. Tout ça, c'est gigantesque de science. Mais la vraie science, celle de la vie. Et nous avons en nous plus de virus et de bactéries que de cellules. Donc la croyance que les virus et les bactéries, c'est des ennemis qui vont nous attaquer, c'est du Moyen-Âge. On se croit encore en 14-18. Et la vision de Big Pharma, c'est quand on aura tué tous ces ennemis, vous serez en bonne santé. Et c'est l'inverse qui se passe aujourd'hui. Nous sommes empoisonnés par trop de chimie partout, trop d'ondes électromagnétiques. Enfin, la pollution, elle est là. Et il faut absolument devenir responsable. Dans la médecine holistique, ce que j'ai aimé, j'ai rien inventé. La médecine holistique existe depuis des millénaires. Mais c'est une médecine ancienne, et je dirais c'est aussi celle du futur. C'est une médecine qui tient compte de la globalité de l'être humain. Parce qu'avoir réduit l'être humain à dire vous n'êtes que ce corps physique, c'est très limitant. Alors que la réalité, c'est que, et ça tous les physiciens d'aujourd'hui le disent, et tous les grands sages du passé, c'est qu'au départ, nous sommes des êtres de lumière. Nous avons ralenti notre vibration pour créer des pensées, c'est le corps mental. Le corps mental ralentit pour créer le corps émotionnel, c'est nos émotions. Et le plus lent, c'est le corps physique. Mais cette compréhension des 4 corps de la médecine holistique, elle nous délivre déjà instantanément d'une chose importante qui est la peur de mourir. Parce que qui meurt ? Oui, le corps physique, un jour, on le rendra à la terre. Mais le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel ne peuvent pas mourir. Ce sont des ondes. Pas plus que TF1 disparaît si je casse le poste de TV. Donc, on s'est trompé en donnant trop d'importance au matériel. Et aujourd'hui, ce matérialisme qui fait qu'on maintient les gens dans la peur, la maladie va vous tomber dessus, vous allez mourir un jour si on vous vaccine. Tout ça, c'est une gigantesque, en quelque sorte, illusion collective qui ne repose pas sur la science. Alors moi, ce qui m'a passionné, c'est de voir que la médecine n'est pas une science, c'est un art. Mais on peut utiliser les éléments de la science. Mais il ne faut pas que la science soit démesurée. Parce que tout simplement, si on ne fait plus que raisonner avec des algorithmes et des chiffres, etc., et qu'on ne tient plus compte de l'être humain, on n'est plus dans la médecine. On est dans quelque chose de dramatique, je dirais de paranoïaque. Pour donner qu'un exemple, la médecine, depuis des millénaires, ça a toujours été un médecin qui tient compte de son patient. Je ne vais pas donner la même chose à une femme, à un homme, à un enfant, à un vieillard. Bref, je vais individualiser cette médecine. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une médecine de masse. Le vaccin, c'est tout le monde pareil. Tous la même substance. Mais écoutez, si comme médecin, je donnais de l'aspirine à tous les patients en disant « j'en ai 2 qui ont mal à la tête », on me dit « docteur Chalère, ça ne va pas ce que vous faites. Vous devez tenir compte des gens. » Et dramatiquement, on a perdu cette notion. Allez, tous la même chose. Vous avez telle maladie, hop, le traitement, on traite la maladie et plus le malade. Et ça, c'est un des drames de notre époque. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, Hippocrate disait, pour être un bon médecin, cherche la cause de la cause de la cause et soigne-la. Or là, c'est vrai qu'on se rend compte, en tout cas, que dans de nombreux milieux, c'est seulement de l'antisymptomatique. Et surtout, vous avez nommé un point très important qui est la responsabilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque part, on dépossède les gens de la responsabilité qu'ils ont par rapport à leur corps, à leur santé, alors qu'ils sont les acteurs vraiment de leur santé. Ce sont eux qui vont choisir quels aliments ils vont mettre dans leurs assiettes, quelles pensées ils vont choisir de cultiver, comment ils vont aller se coucher le soir, s'ils vont se coucher stressés, s'ils vont se coucher à 3h du matin, etc. Donc, c'est vraiment de responsabiliser à nouveau la personne et de lui donner des clés. Voilà. Ensuite, c'est elle qui choisit si elle souhaite ouvrir la serrure, ouvrir la porte ou pas. Mais en tout cas, en tant qu'accompagnant avec une vision holistique, on donne des clés et après, la personne en fait ce que bon lui semble. Oui, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que j'étais spécialiste de la maladie par mes études. Mais après, je suis devenu un spécialiste de la guérison.
C'est-à-dire que je me suis intéressé, on me disait un tel s'est guéri de telle maladie, etc. J'ai couru le monde entier pour aller interviewer ou filmer des gens qui s'étaient guéris des maladies les plus graves qui existent. Et ce que j'ai vu, c'est que la démarche de guérison n'a rien à voir avec la thérapie. Parce que les thérapies peuvent vous aider, mais la démarche de guérison, c'est une prise en charge justement d'une personne qui peu à peu va apprendre à gérer son corps physique, son corps émotionnel, son corps mental et son corps spirituel. Et ce qui m'a donné beaucoup de joie et d'enthousiasme, c'est de voir des gens qui un jour sont malades et qui, quand ils font cette démarche, ils guérissent. J'ai décrit ça par exemple dans mon livre Artisans de leur guérison. J'ai mis des histoires de gens qui, avec vraiment des maladies à dormir debout, où on les a condamnés en leur disant à part votre testament, il n'y a rien à faire, et qui, quand ils font cette démarche holistique, eh bien, ils vont de mieux en mieux, et quelques temps plus tard, ils écrivent un livre pour raconter leur histoire, comment ils ont fait ce parcours de guérison. Et ça, c'est passionnant, parce que quelque part, la maladie nous donne l'occasion de nous réveiller. Et pour moi, la maladie, c'est toujours un avertissement, un signal. Alors, c'est comme si je suis en voiture. J'ai une ampoule rouge qui s'allume au tableau de bord. Je vais chez le garagiste, monsieur, regardez l'ampoule. Si le garagiste me dit, oh, il n'y a pas de problème, enlevons l'ampoule et roulez. Je dis, ce garagiste est fou. Mais une grande partie des actes médicaux aujourd'hui consiste à enlever des ampoules. Vous avez une infection, allez, on tue. Mais pourquoi votre corps fait une infection ? Alors la réalité, c'est que si le corps fait une infection, c'est pas parce qu'on a attrapé par malchance en embrassant grand-maman, Dieu sait quoi. C'est parce que le corps, dans son intelligence, il utilise les virus et les bactéries comme agents de dépollution. Alors tuer les femmes de ménage n'est pas très sain d'esprit. Donc il faut apprendre aux gens, au lieu d'enlever l'ampoule, à ouvrir le capot et voir qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie. Complètement. Et je trouve que ce qui est passionnant, moi, ce qui me donne beaucoup d'enthousiasme, et je vois ça dans les stages que je fais avec mon épouse, avec notre fils aussi, on enseigne à 3 par exemple, et on essaie de donner aux gens des outils. Et ce qu'on leur dit, c'est surtout ne nous croyez pas sur parole. Moi je ne veux pas être un gourou qui dit aux gens ce qu'ils doivent faire. Mon rôle, j'ai jamais dit à quelqu'un, ne vous vaccinez pas ou vaccinez-vous. Ou faites ou ne faites pas de la chimiothérapie. J'ai dit aux gens, non, mon rôle c'est de vous informer. Et quand vous aurez l'information, c'est vous qui allez choisir le chemin qui vous semble meilleur. Mais je ne veux pas prendre votre vie en responsabilité. C'est vous qui devez choisir. Mais ce qui m'émerveille, c'est que quand les gens mettent en place ces outils simples, ils vont mieux. Mais complètement. Et puis, c'est redonner le plein pouvoir aussi à la personne et la reconnecter avec son corps. Parce que énormément de gens aujourd'hui sont complètement déboussolés, sont plus du tout alignés avec leur boussole intérieure. Et on entend tellement de messages de part et d'autre au sujet de la santé qu'il est normal de se sentir un petit peu perdu. Mais c'est ça qui est magnifique dans l'approche holistique, c'est que vraiment vous vous attardez à tous les plans de l'être. Et comme vous l'avez nommé tout à l'heure, c'est la base même aussi de la naturopathie. C'est-à-dire que si on s'attarde que sur le plan physique, en fait, il y a d'autres plans qui sont complètement mis à l'écart et ça peut pas fonctionner. C'est vraiment un tout. Et alors vous avez un outil aussi qui est vraiment révolutionnaire et formidable pour accompagner les gens. C'est vous incitez vraiment, et c'est très positif, à rire. C'est quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais dans la présentation, c'est que vous avez toujours le sourire aux lèvres et vraiment vous encouragez à mettre de la joie, du rire un petit peu partout. Et ça, on peut dire que c'est un véritable outil thérapeutique aussi. Le rire, c'est fantastique. Moi, j'ai travaillé 15 ans avec un clown. Qu'est-ce qu'on s'est amusé ? On est allé enseigner le rire un peu partout dans le monde, dans des hôpitaux, des écoles d'infirmières. Et en fait, quand on rit, alors beaucoup de gens disent « quand je serai heureux, je rirai ». Ils sont jamais heureux, jamais. Mais si on rit simplement comme ça, juste parce qu'on laisse aller, on ose rire. Quelques minutes de rire font un bien fou. Parce que dès que nous rions, alors c'est vrai aussi des autres formes d'expression émotionnelle, comme de chanter, de pleurer, bref. Mais dès qu'on rit notamment, le cerveau fabrique tout ce qu'on achetait avant chez le pharmacien ou sur le marché des drogues illégales. Quand vous riez comme ça, 2-3 minutes, votre cerveau fabrique de la marijuana. Alors, c'est dommage d'acheter des joints qui coûtent cher et qui vous empoisonnent quand on peut les faire soi-même. C'est sûr que là, on fait des sacrées économies. Oui. Et puis, j'ai eu la chance aussi dans ce domaine d'aller voir vivre des peuples qui vivent sans conflit et sans maladie. Et ça a été bouleversant pour moi. Des gens qui, sur la même planète que nous, ne sont jamais malades et n'ont jamais de conflit. J'ai vu une dizaine de ces peuples. Et c'est vraiment incroyable. Et les 2 choses que j'ai vues principales dans ces peuples, c'est que d'abord, ils ne mangent pas les animaux. Parce que manger les animaux, c'est une catastrophe. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Viande et lait » là-dessus. Il n'y a aucune raison scientifique de manger de la viande, sinon de s'empoisonner. C'est une catastrophe. Non seulement ça tue les animaux qui souffrent, en les mangeant, on s'empoisonne, ça détruit les forêts, c'est une aberration totale. La civilisation du bœuf est une nullité totale. Alors dans ces peuples, ils ne mangent pas les animaux. Ça, c'est une chose. Ils jouent avec eux, ils sont amis, mais ils n'ont pas cette notion de tuer des animaux. Et l'autre chose que j'ai vue dans ces peuples qui m'a alors bouleversé, c'est que dès qu'ils ont une émotion, à n'importe quel âge, ils se comportent comme un enfant de 3 ans. Ils peuvent tout d'un coup sur la place du village faire « Ah !» Alors que chez nous,
Tout le monde a peur des émotions. Si dans le boulevard Réaumur, je commence à crier, les gens pensent que je suis ou fou ou violent. Alors, le seul moyen chez nous de pouvoir faire ça, c'est de mettre un nez rouge. Quand vous avez un nez rouge, le clown, tout le monde trouve ça drôle. Un clown qui fait « Ah », on dit c'est un clown. Mais sans nez rouge, ne faites pas ça. Mais dans ces peuples, ce qu'ils ont de très simple, c'est que quand ils ont une émotion, ils ne la gardent pas à l'intérieur, comme on fait dans les peuples occidentaux, on garde tout dedans jusqu'à ce que ça explose, et ils ne vont pas non plus la verser sur quelqu'un d'autre. Ils se mettent à rire, à pleurer, à crier, et ils lâchent, comme un enfant de 3 ans. Et c'est pour ça que nous, dans nos stages, on fait beaucoup ça, de réapprendre aux gens à retrouver cette joie de vivre qu'on avait à 3 ans. Parce qu'un enfant de 3 ans, il est heureux tout le temps. Quand il est triste, il ne dit pas « Oui, il ne faut pas que je sois triste, il faut que je me tienne bien ». Non, il pleure, mais il pleure bien avec tout le corps. S'il est en colère, il ne dit pas « Je suis en colère, il faut que j'aille casser la figure à quelqu'un ». Non, il danse sa colère et c'est magnifique. L'enfant de 3 ans est un modèle extraordinaire de vie au naturel. Alors, sur le plan émotionnel, c'est ce qu'on apprend aux gens, c'est à libérer leurs émotions, pas en public, mais quand ils sont seuls ou entre amis. Bah oui, parce que comme on le sait très bien, si on refoule ces émotions, elles vont se cristalliser et après, elles vont devoir se manifester d'une manière ou d'une autre dans le corps. Elles vont se somatiser. Donc, c'est vrai que c'est tellement précieux de pouvoir exprimer toutes ces émotions. Et chose passionnante, c'est qu'on voit que tous les peuples qui retiennent leurs émotions, quand on serre ces émotions à l'intérieur, un jour, une tumeur vient dire « Tu ne vis pas avec ton corps ». Alors que les peuples du Sud qui dansent et qui vivent, ils font beaucoup moins de cancer. Donc c'est des choses importantes à réaliser. Et un autre exemple intéressant, c'est que les Mongols, les infirmateurs cérébraux, le signe, vous les voyez dans la rue, c'est qu'ils ont la bouche ouverte, la langue qui sort. Ils sont comme ça. Mais ils ne peuvent pas retenir leurs émotions, ils n'ont pas de contrôle. Ils ne peuvent pas retenir leurs émotions. Mais ils n'ont jamais de cancer. Donc moi j'ai appelé ça la folie douce. C'est-à-dire, en public, tenez-vous bien, mais quand vous êtes chez vous, allez, faites le fou. Libérez vos émotions. Parce que chaque émotion qu'on retient à l'intérieur bloque notre système immunitaire. Alors bien sûr, il y a des gens qui, quand ils ont des émotions, ils les versent sur les autres. Et chose curieuse, ils ont des ennuis avec la société, mais eux se portent bien. J'ai montré ça dans mes livres, c'est que par exemple, à l'époque où les fous étaient seulement enfermés, maintenant ils sont tous neuroleptisés, donc mais avant on les enfermait parce qu'ils étaient toxiques pour autrui. Mais les médecins qui les suivaient étaient stupéfaits de voir qu'ils n'étaient jamais malades et il n'y avait pas de cancer chez les fous. Parce qu'ils étaient insupportables pour autrui, mais eux se portaient bien. Alors la solution, si on veut être ni bourreau ni victime, c'est, moi j'ai appelé ça la folie douce, c'est de prendre des moments pour simplement jouer comme un enfant. On rit, on pleure, on s'amuse, on tire la langue, on fait les ours ou les tigres. Bref, on s'amuse à libérer ses émotions. Complètement. Et d'ailleurs, vous avez écrit 3 ouvrages à ce sujet. Il y a Le rire, une formidable thérapie. Il y a des histoires drôles pour rire et guérir. Il y a les bienfaits du jeu. Donc vraiment, vous invitez aussi tout individu à se connecter à son enfant intérieur finalement. Et à laisser ressurgir cette part d'innocence et de spontanéité qui est aujourd'hui très brimée parce que le fait, comme vous dites, de pleurer, d'être en colère, etc., c'est mal vu, c'est se montrer vulnérable. Alors qu'au contraire, c'est une vraie force de pouvoir se dire, je suis vivant, j'ai des émotions et j'ose les exprimer. Donc ça fait partie de la thérapie aussi, de l'approche complètement holistique. Et vous parliez tout à l'heure de vos stages. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces stages que vous organisez un petit peu partout dans le monde, si j'ai bien compris? Alors oui, et ce que nous faisons, c'est de donner aux gens, en 2 ou 3 ou 4 jours, ça dépend des stages, mais de leur donner une sorte de boîte à outils. On leur dit, on ne va pas régler tous vos problèmes en 3 jours. Mais la promesse qu'on vous fait, c'est qu'après être passé chez nous, vous ne serez plus jamais de votre vie assis sur une chaise sans savoir quoi faire. Vous aurez les outils. Si vous êtes triste, vous saurez pleurer. Si vous êtes intoxiqué, vous saurez jeûner. Le jeûne, par exemple, ça devrait être la thérapie numéro 1 des maladies chroniques. Quand on est intoxiqué, continuer à garder nos toxines en prenant des médicaments, c'est un non-sens. Et dès qu'on jeûne, le monde s'ouvre. Et le nombre de gens que j'ai vus en 50 ans de pratique guérir de maladies pas possibles par le jeûne, mais il faut ajouter que ça ne suffit pas. Parce que si vous jeûnez, vous dépolluez votre corps physique, il faut aussi que ça s'accompagne d'un travail au niveau émotionnel, on l'a vu. Et au niveau mental, le côté passionnant, c'est que quand nous sommes dans le cerveau gauche, nous sommes toujours en train de parler, de penser, de réfléchir, et tout est très compliqué. Et pour ouvrir notre cerveau droit, qui est la connexion avec les mondes vibratoires subtils, la clé, c'est lâcher nos émotions. Et vivre sainement. Parce que c'est clair que c'est plus facile d'ouvrir son cerveau droit quand on n'est pas pollué par des aliments industriels ou kilos de fromage ou de viande, enfin tous ces aliments qui n'ont pas été conçus pour la santé. Mais ce qui me donne, moi, beaucoup de joie de vivre, c'est que je vois tout le temps des gens se sortir d'affaires et devenir enthousiastes. Et nous, le nombre de gens qu'on a vu passer chez nous qui sont arrivés avec des maladies pas possibles, je pense encore à ce garçon, il avait une maladie de Crohn, il avait eu 18 opérations, on lui a enlevé des morceaux d'intestin, donc il était, je ne sais pas si vous voyez, c'était vraiment une épave. Et puis, maintenant, il court le monde, il enseigne la santé partout. Enfin, ça fait chaud au cœur de voir que ça marche et que ce n'est pas des choses compliquées. Le seul problème, c'est que ce qu'on enseigne, ce sont des outils qui ne coûtent rien.
en fait. Alors, d'accord, vous payez le stage, mais après, vous avez ces outils chez vous. Et ces outils sont tellement simples, vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose. Et c'est ça, je trouve, qui est passionnant, c'est d'aller dans cette ligne de donner aux gens des outils d'indépendance. Parce que le drame de la médecine moderne, c'est qu'elle rend les gens dépendants. Et qu'on dit aux gens, vous avez un diabète, écoutez, à vie, insuline. Alors que nous, on leur dit non, le diabète, ça se guérit en 3 semaines. Quand vous faites ce qu'il faut pour laisser vos corps se dépolluer, vous pouvez guérir vite. La guérison n'est pas quelque chose qui va venir de l'extérieur. C'est vraiment un cheminement personnel. Oui, et c'est important aussi de préciser que souvent, dans la médecine allopathique générale, il y a cette notion de fatalité, comme si on était enfermé et qu'on ne pouvait plus en sortir. Et quelque part, tant qu'il y a de la vie, on dit il y a de l'espoir, mais c'est aussi important de cultiver cet espoir et de cultiver le vivant. Et ça, c'est vraiment un discours que vous prônez dans tous vos livres aussi, c'est que la vie, en fait, à partir du moment où on s'y intéresse et on la nourrit, tout est possible. À partir du moment où on va semer des graines dans le sens du vivant, en fait, les miracles se produisent. Et il n'y a pas, quelque part, la fatalité. Moi, je ne crois pas à la fatalité. Je ne crois pas en histoire écrite d'avance. Je pense que tout peut évoluer tout le temps. Et une fois qu'on devient responsable de sa santé et qu'on a, ce que vous dites, ces précieux outils entre les mains, en fait, on se rend compte qu'on peut faire tout un tas de choses et se sortir de situations où peu de gens auraient parié sur nous, finalement. C'est vrai. Et il y a tout un tas de beaux témoignages où on voit des régénérations, mais exceptionnelles, des pathologies très lourdes où, après, la personne retrouve un état de santé qui est juste spectaculaire. Donc, tout à fait. Ce qui est passionnant à comprendre, c'est que le miracle, il est déjà là. Nous sommes un miracle. C'est vrai. Notre corps physique, écoutez, regardez comment ça marche, pour que vos yeux voient, que vos oreilles entendent. Mais c'est hallucinant. C'est un orchestre symphonique fantastique. Et alors, la grande erreur qu'on a faite, c'est qu'on a coupé les choses en petits morceaux. On a spécialisé, des spécialistes s'occupent d'un morceau, un s'occupe de vos os, l'autre de vos... Alors que quand on voit la globalité, on va travailler dans le sens du corps. Et là, je rappelle ce qu'Hippocrate disait il y a plus de 2000 ans. C'était une très belle phrase. Il a dit « primum non nocere ». Ça veut dire d'abord ne pas nuire. Donc la première chose qu'un médecin doit faire, c'est d'abord ne pas nuire. Et aujourd'hui, quand vous lisez la notice des médicaments, vous dites « mais c'est pas possible, c'est de la roulette russe ». C'est rien que le paracétamol que les gens prennent à tour de bras, c'est des produits toxiques dangereux. Et l'idée qu'il faut qu'un médicament ait des effets secondaires, pour qu'il soit valable, c'est une idée qui repose sur rien. Parce que toute la naturopathie, l'aromathérapie, l'homéopathie, enfin bref, on a des produits qui marchent très bien sans empoisonner les gens et sans qu'il y ait une liste d'effets secondaires à faire pleurer. Mais complètement. Et pour citer à nouveau notre cher Hippocrate, père de la médecine, il disait que ton aliment soit ton médicament. Et donc ça, c'est aussi la phrase de base qui montre que finalement, on a une pharmacie naturelle aussi à disposition. À partir du moment où on s'y intéresse, en fait, on a tout un tas de merveilleuses choses autour de nous qui nous permettent finalement de venir nous aider à nous rééquilibrer, à nous détoxifier, à nous régénérer, à nous alcaliniser. Donc on a vraiment toute une palette finalement d'éléments qui nous entourent, qui sont dans la nature, là, accessibles, et qui peuvent nous permettre déjà, en tant qu'acteurs de notre santé, de rééquilibrer un bon nombre de choses et de prendre soin de nous. Tout à fait. Moi, ce que je n'ai jamais voulu faire, c'est d'opposer des écoles qui, en fait, sont toutes différentes, mais chacune amène quelque chose d'utile. Par exemple, en diététique, chaque école amène des points forts, mais chaque école a des points faibles quand elle exclut une autre école. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'écoles, et j'ai toujours souffert de ça. C'est que les allopathes excluent les homéopathes. Mais les homéopathes vont exclure... Enfin bref, on a un état d'esprit qui n'est pas l'unité. Or, la réalité, c'est que tout est utile, mais il faut un mode d'emploi où chacun apprend à choisir ce qui est bon pour lui à un moment donné. Et la grande difficulté, c'est que les gens ont tendance à obéir à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le drame. C'est que depuis qu'on a 4 ans, on a perdu la capacité d'obéir à la voix intérieure. L'enfant de 3 ans, il est complètement libre. Il n'obéit qu'à son corps de lumière qui lui dit tu es sur Terre pour jouer, apprendre, et tu apprends en jouant. Et l'enfant est libre. Mais à partir de 4 ans, on lui dit tu obéis à papa, tu obéis à maman, tu fais ce que le docteur t'a dit, et là, on entre dans l'obéissance à autrui. Et ça, je dirais, c'est à l'origine de beaucoup de drames, de beaucoup de maux. Alors, bien sûr, la difficulté pour beaucoup de gens, c'est que quand ils se prennent en main, ils vont sortir un peu du système social. Et c'est là qu'il faut apprendre à le faire en douceur. Parce que si vous jeûnez, que vous commencez à aller chez vous en disant « Ah, tu devrais jeûner, tu ne devrais pas manger de la viande », c'est la guerre. Et ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut suggérer aux gens, leur donner des informations pour qu'ils s'intéressent peu à peu à autre chose. Mais il ne faut pas vouloir imposer son point de vue.
Bien sûr, et comme vous le dites très justement, rien n'est à bannir quelque part, parce que la médecine allopathique, qui est aussi une médecine d'urgence, elle a aussi des points forts dans certaines situations. Elle peut être vraiment, elle peut sauver des vies. Donc en fait, l'approche holistique, c'est une approche aussi de prévention. C'est-à-dire, c'est vraiment de donner des outils à la personne pour prévenir justement de la maladie, ne pas en arriver à l'état d'urgence où là, il n'y a pas d'autre remède que finalement être prise en charge de manière allopathique. Donc, mais tout est complémentaire. Encore une fois, comme vous le dites, tout se rejoint et le but, c'est ne pas de créer de clivage. Au contraire, c'est d'être tous réunis pour œuvrer ensemble dans le sens de la santé et de la vie. C'est ça la plus belle chose à faire aujourd'hui, je pense, et de ne pas être les uns à lutter contre les autres, mais au contraire de dire, voilà, vous avez telle connaissance, nous avons telle connaissance, et travaillons ensemble et allons tous dans le sens de la vie et du vivant. Je pense que c'est le plus beau message qu'on puisse communiquer, vous pensez pas ? Tout à fait, c'est magnifique. Oui, vous dites ça très bien, je suis 100% en accord avec cette façon de voir les choses, c'est tout à fait ça. En tout cas, Tal, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu votre parcours en tant que médecin, ce qui vous a amené aujourd'hui à vous passionner finalement pour cette approche holistique, de vous intéresser à tous les corps de l'être et d'en prendre soin un par un, chacun à travers les stages, les livres que vous écrivez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur votre actualité ? Est-ce que vous avez des stages en prévision ? Oui, alors nous, on a un site qui permet aux gens de voir ce qu'on fait et de voir tous les livres qu'on écrit. Mon épouse a écrit des livres extraordinaires. Enfin bref, on est une famille productrice, je dirais. Et puis, les gens voient l'agenda de nos stages et comme ça, ils peuvent s'inscrire et venir apprendre à gérer leur santé. Alors, on a des stages chez nous à Pierre-Latte, puis on en fait aussi d'autres ailleurs. Des fois, on bouge à gauche, à droite. Et puis, on a aussi toute une activité avec Madagascar, parce que ma femme est malgache. D'accord. Alors, j'ai de la chance, parce que ça fait 30 ans que nous vivons ensemble, et je suis émerveillé chaque jour de voir à quel point elle a un enseignement d'une puissance extraordinaire, notamment dans le chamanisme. Le chamanisme, c'est tout ce qui est ouverture à une spiritualité personnelle, c'est-à-dire plus une spiritualité de croyance intellectuelle, mais d'expérience directe des mondes non matériels. Et là, pour moi, c'est un émerveillement quotidien de travailler avec une personne comme ça. Et puis, j'ai la chance aussi maintenant de travailler avec notre fils, qui a 35 ans, et qui est un enseignant, c'est un jeune, mais alors il a une clarté de conscience exceptionnelle. Et il aide vraiment beaucoup les jeunes. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont déroutés, ils ne savent pas quoi faire, à ces études qui ne marchent pas, etc. Et lui, il amène cette dynamique. La clé, c'est de se prendre en main, d'arrêter d'obéir aux autres, et dans une démarche personnelle, de trouver ce qui va nous rendre heureux. Et quand on fait de la thérapie dans cette dynamique-là, on ne peut être qu'être heureux, parce qu'on donne des outils pour qu'il le soit aussi, et le bonheur et la santé marchent main dans la main. Et oui, et ça s'apprend, comme vous le dites très bien. C'est un vrai apprentissage. Alors, vous parliez d'un site internet, Tal, où on peut retrouver toutes ces informations. Est-ce que vous pouvez le nommer aux auditeurs, ce site internet ? Oui, c'est www.santéglobal, en un seul mot. Donc, ça fait santéglobal, en un mot, .world. D'accord. W-O-R-L-D. Très bien, merci beaucoup. De toute façon, on rappellera ce site dans la barre de description de l'émission. Je rajouterai une chose, c'est que sur mon site aussi, je fais des blogs. Ça s'appelle les blogs de Tal. Et je fais ça depuis 2-3 ans. C'est que je mets tous les travaux scientifiques dont la presse ne parle jamais. Parce qu'aujourd'hui, les médias sont totalement inféodés à Big Pharma. Et si vous osez contester la chimie ou les vaccins, vous êtes censuré tout de suite. On vous traite de complotiste. Alors moi, dans mes blogs, je montre tous ces travaux qui existent et qui sont là. Alors je dis aux gens, allez voir vous-même, faites-vous votre propre opinion. Je crois, c'est ça, je pense, qui est important, il ne faut pas lutter les uns contre les autres. Il faut, quand on voit que manifestement, il y a des choses qu'il n'a pas compris, il faut lui glisser des informations pour lui dire, tu sais, ça t'intéresserait, lis ça, regarde ça, pour que l'autre fasse une démarche personnelle. Et là, on devient des éducateurs de santé, plutôt que d'être des combattants. Complètement. Et puis on vous retrouve aussi sur de nombreuses vidéos YouTube. Il y a notamment, pour parler d'actualité, l'info en question, où vous parlez un petit peu de tout ce qui se trame actuellement. Et donc, moi, j'ai grand plaisir à chaque fois à vous regarder au sein de ces émissions. Et puis d'autres vidéos YouTube où vous parlez aussi de votre approche de la santé. YouTube m'a censuré maintenant. Je suis plus sur YouTube. En tout cas, moi, j'ai trouvé des vidéos de vous qui existent toujours. Il y en a quelques-unes. Et puis maintenant, sur mon site, j'ai créé une rubrique qui s'appelle « Les vidéos qui ne seront jamais supprimées ». D'accord. Les gens peuvent regarder. Parce que YouTube, aujourd'hui, c'est devenu incroyable. La censure est énorme. Facebook, tout ça. Alors, il faut trouver d'autres canaux. Mais moi, ce que j'aime, c'est la compréhension suivante. C'est qu'on ne peut pas arrêter la vérité ou les vérités de grandir. On peut essayer de dire aux gens, n'allez pas écouter ça. Mais quelque part, quand les gens disent, n'allez pas voir les complotistes,
ils se rendent pas compte que les gens se disent, mais qui c'est ces complotistes? Est-ce que c'est vraiment des fous dangereux qui disent n'importe quoi? Et quand ils voient que derrière nous, nous appuyons sur des travaux très solides, alors là, ils s'intéressent, ils s'ouvrent, ils font une recherche personnelle. La clé, c'est qu'il faut que chaque personne se motive pour prendre sa vie en main. C'est ça, la clé du succès. Je pense que c'est un magnifique mot de la fin. En tout cas, Tal, je vous remercie infiniment pour ce temps passé ensemble et de nous avoir livré toutes ces belles clés pour prendre soin de soi. Alors, on invite tous les auditeurs à retrouver tous vos ouvrages aux éditions Fernand Lanor. Donc, il y en a plein, une 60aine, il y a beaucoup de lectures. Et puis, on retrouve toute votre actualité ainsi que tous les titres de vos livres sur votre site internet www.santéglobale.world. Merci encore, Tal. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt. E-Live, Comment je me nourris? Une émission présentée par Alice Vanoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. En collaboration avec les éditions Fernand Lanor qui existent depuis le XXe siècle, tournées vers la santé, le bien-être et le développement personnel.